le micro, l'air qui nous sépare, vous, la Terre, la Lune, les étoiles, enfin tout ce que nous pouvons voir, est constitué des mêmes atomes. C'est la même matière. Ça ne veut pas dire que ce soit la seule matière dans l'univers, parce qu'il y a d'autres types de matières avec lesquelles nous n'avons pas de contact. Je peux peut-être en dire un mot, j'en reviendrai après sur ce que j'ai appris d'autres. Mais enfin, ça, c'est la première chose qui est fascinante, c'est de penser que je vois très très loin une étoile et qu'elle est constituée des mêmes atomes que moi. Absolument. Que moi, que ma voix, que mon souffle, que le vôtre, etc. Absolument. Donc je disais souvent à Jean-Claude, les atomes du Soleil parlent au langage des yeux, le langage de la lumière. Et c'est pour ça que nous voyons. Cette phrase est très belle, retenez-la. L'atome du Soleil, avec Michel, parle à l'atome de notre œil, le langage de la lumière. Et c'est scientifiquement rigoureusement exact. Il y a une identité de nature entre l'émetteur et le récepteur. Autrement, nous ne verrions pas. Alors, mais en même temps, notre œil, nous sommes des chasseurs diurnes, l'atmosphère est transparente dans la lumière du Soleil, et le Soleil est une étoile dite jaune. Mais il existe des étoiles qui ne sont pas jaunes. Parce que jaune veut dire moyennement chaud, tiède. En fait, une étoile bleue est plus chaude qu'une étoile jaune, et une étoile jaune est plus chaude qu'une étoile rouge. Et ceci peut être vérifié très facilement en portant un fer à cheval à la forge. Il passe successivement de sa couleur naturelle au rouge, puis ensuite au bleu et au blanc. Non, plus exactement du blanc au bleu. Puis ensuite, il devient visible parce qu'il émet un rayonnement ultraviolet. Notre œil y est insensible, alors que ceux des serpents ne l'est pas. Et donc les oiseaux de nuit voient dans un autre registre. Donc, la lumière visible... Les abeilles voient les infrarouges, etc. La lumière visible, ce que nous voyons, n'est que l'écume de la lumière. La matière dont nous sommes faits, et Jean-Claude a raison de faire remarquer que c'est une révolution incommensurable, il existe une altérité matérielle, une autre matière. On ne la voit pas, on l'appelle matière noire. Mais il existe, outre la matière noire, un autre élément, je dirais que, oui, je peux appeler ça un élément cosmique qui s'appelle l'énergie noire, qui est encore plus mystérieux. Avant d'en venir là, une deuxième chose que j'ai apprise et qui m'a paru très essentielle, non seulement en ce qui concerne la connaissance, mais peut-être notre vision du monde, de notre histoire, etc., c'est que l'univers a une histoire. Vous m'avez appris ça, nous avons vu mourir une étoile, il y a des étoiles qui naissent, qui meurent, qui se développent, etc. Or, pendant très très longtemps, nous avons été nourris, et pas seulement au catéchisme, par une conception de l'univers éternel. Que les étoiles ont existé de tout temps et existeront de tout temps, et que seule notre chair est mortelle. Or, c'est pas vrai. Comme nous sommes constitués des mêmes atomes que les étoiles, elles sont mortelles comme nous. L'idée que, et j'ajoute que l'idée que l'univers a une histoire n'a pas été du tout une découverte scientifique. Et j'en suis très fier, c'est un écrivain, Edgar Poe, lui-même, qui a eu le premier trouvé la solution en essayant de répondre à la question pourquoi la nuit est noire. Pourquoi la nuit est noire? Pourquoi tout à coup? Parce qu'une étoile a disparu, le soleil, pourquoi les autres nous laissent dans l'obscurité? Tu peux peut-être nous dire pourquoi? Oui, parce que l'univers est daté. Donc je vous donne la réponse et ensuite je vais la commenter. Et c'est Edgar Poe qui l'a compris pour la première fois. En fait, on aurait pu le deviner bien avant. Les Contines disaient l'univers, il est né il y a 4000 ans. Enfin, on disait... Oui, c'est ce que dit la Bible. Oui, quand on faisait le compute des textes religieux, donc effectivement, on arrivait à l'idée que l'univers, ou le monde, on ne parlait peut-être pas d'univers, a 4000 ans. À partir du moment où on dit que l'univers a 4000 ans, et d'une part, et que d'autre part on dit que la lumière voyage à 300 000 km par seconde, si on multiplie le nombre de secondes qui constituent 4000 ans, on découvre l'existence d'un horizon, d'une frontière indépassable. Donc rien au-delà de cette frontière ne nous est encore parvenu. Enfin,
en supposant qu'il y a des étoiles au-delà de cette frontière, leur lumière ne peut pas nous être parvenue. Donc le ciel n'est pas rempli d'étoiles. Et Kepler disait, partout où on porte le regard dans le ciel, si l'univers est infini à la fois dans le temps et dans l'espace, alors on devrait voir une étoile. Partout. C'est comme, on peut prendre l'image d'une forêt. On ne voit pas à travers la forêt, on ne voit que des troncs. Et là, de la même manière, s'il y avait eu des étoiles réparties sur une distance infinie et éternelle, des étoiles donc, en tout temps, depuis l'éternité, alors on aurait dû voir un ciel totalement illuminé. Ce n'est pas le cas, la nuit est noire, pourquoi? Eh bien, parce que l'univers n'est pas infini dans le temps. L'univers est né, donc il est daté, on appelle cela le Big Bang. Donc la première chose par rapport à la théorie du Big Bang est de dire la théorie du Big Bang est conforme au fait que la nuit est noire, qui est la première observation cosmologique que l'on puisse on peut dire effectuer. Elle est noire parce que la lumière d'un très grand nombre d'étoiles ne nous est pas encore parvenue. Tout à fait. Donc le ciel n'est pas couvert uniformément d'étoiles pour la raison que la forêt n'est pas dense. Donc on voit à travers. Ça m'a beaucoup frappé aussi quand vous me l'avez montré et démontré. D'un côté, notre participation à l'univers, j'allais presque dire charnelle, le fait que nous sommes constitués de cette matière nucléaire et que, comme les étoiles, nous sommes mortels. Maintenant, venons-en à ce que tu as abordé. Après ça, allons-y, ce que nous disons en 1 heure ou 2, ça a pris 2 ans, en ce qui me concerne. Parce que bon, c'était, comme vous, quelquefois notre bon sens. Je rajoute juste un mot à ce que, avant de passer à la matière noire, je rajoute juste un mot à ce que disait Michel jusqu'au XIXe siècle. On a cru parfaitement à la création d'un monde, même créé par Dieu, et que ce monde avait évolué jusqu'à devenir celui que nous connaissons aujourd'hui. Et certains grands esprits, j'ai trouvé récemment, tu ne le connais pas, un texte incroyable de Chateaubriand, parce qu'à un moment donné, à partir du XVIIIe siècle, quand la science s'est mise en branle, il a fallu expliquer les fossiles. On trouvait des fossiles qui, indiscutablement, étaient beaucoup plus vieux que les 4000 ans de la Bible. Comment expliquer ça? Comment alors, Chateaubriand a eu une page délirante dans le génie du christianisme, où il a dit qu'il est tout à fait possible que Dieu ait créé des animaux vieux, qu'il ait créé des arbres vieux et c'est pas mal. Mais c'est la thèse. C'est la thèse des créationnistes américains. C'est exactement ce que disent les créationnistes. Dieu qui peut tout faire a pu créer, ne serait-ce que pour nous conduire des vieux chevaux et des vieux chevaux de retour. Mais ça, c'était... C'est très joli, naître vieux, c'est assez beau. Naître vieux. Je préférerais personnellement mourir jeune, mais enfin c'est... Oh, c'est trop tard, c'est trop tard, oui. C'est trop tard. On vient ici pour entendre ça. Alors, maintenant, venons-en à ce que tu as abordé. Une fois que, moi j'ai assisté, je vous l'ai dit une fois à Saclay, où Michel m'a mené, j'avais mon permis d'entrer à Saclay, Dieu sait que c'est difficile, à l'apparition d'une galaxie. C'est-à-dire qu'il y avait, je vous le décris, un appareillage très compliqué pour percevoir les radiations d'une galaxie très très lointaine qu'aucun œil ne peut voir, ni notre œil, ni un télescope. Très très éloigné. Ils sont analysés par des appareils très complexes, transmis, à l'époque c'était transmis par un livre sous forme de liste de numéros, c'était ce que nous appelons du numérique, et c'était donné à un ordinateur qui, à partir de toutes ces données, rappelle-toi, c'était magnifique, 4 ou 5 scientifiques devant un ordinateur qui voit apparaître l'image d'une galaxie inconnue jusque-là. Ça, c'était situé à des distances inimaginables. On était là, moi j'étais là, je n'en revenais pas. Alors, on voit apparaître des petites
sur l'écran, qui à moi ne me disaient pas grand-chose, mais à eux, oui. Et à ce moment-là, ils ont fait une chose qui m'a beaucoup étonné. Ils ont dit, on va utiliser différentes couleurs pour apercevoir les structures possibles de cette galaxie. Ils disposent de 36 000 couleurs. Hein, donc l'ordinateur est beaucoup plus maintenant sûrement. Et en mettant du brun et du vert, ou du jaune et du rouge, on fait apparaître dans ce magma d'images lumineuses des structures, des lignes, des formes. Ça, c'est tout à fait, c'est pour moi un des grands souvenirs de notre travail ensemble. Mais, et j'en reviens à ce que tu disais, une fois qu'on a exploré d'aussi près que possible l'univers nucléaire, alors on nous dit il y en a d'autres, auxquels nous n'avons aucun accès possible jusqu'à maintenant. Et je te passe la parole pour que tu nous parles un peu d'abord de la matière noire et ensuite de l'énergie noire qu'on appelle aussi